Tant que je monte ici, là, tu vas me tuer? Non, man. Moi, j'attends personne. Comment, non, je suis déjà game over, j'ai même plus de vie, gros toi. Bon, ben, mon Dan, c'était bien le fun. On s'en va ça n'importe quand. C'était hilarant. En tout cas, surtout que tu m'en dois une. Ah, tu me tueras une fois, on va être quitte. Hey, salut. Ah, c'est ça. Mr. Sandman, apporte-moi un rêve bleu plein d'amour et de joie. Je suis si seul. Qu'est-ce que... Bonjour à tous, spectres, zombies et autres créatures de la nuit, à ce spécial Halloween de Je joue le jeu. Ah, que j'aime cette période de l'année. C'est l'automne, les arbres s'endorment et leurs feuilles prennent la couleur du sang. Le vent frais apporte la menace d'un hiver qui va transformer notre pays en nature morte et froide. Le soleil se couche de plus en plus tôt, détournant son regard des horreurs innommables qui sortent de leur sommeil pour enfin hanter nos rues. J'aime l'Halloween. C'est comme Noël pour moi, mais en mieux. Hey! Joyeux Halloween! Hey, merci beaucoup! Quel meilleur moyen de souligner la veille de la Toussaint, sinon de parler d'un jeu d'horreur? Des jeux horrifiants sur la NES, il y en a pas des tonnes. La compagnie Nintendo avait des règles vraiment strictes concernant les jeux publiés sur sa console en Amérique du Nord. Cependant, j'ai déniché un trésor, en importation bien sûr, pour la console japonaise Famicom, et j'ai nommé Splatterhouse Wampaku Graffiti. Et là, sans farce, c'est du solide. C'est le genre de jeu qui justifie toute la scène d'importation pour les jeux rétro. C'est un classique qui s'est malheureusement jamais rendu en Amérique du Nord parce qu'il a été censuré. Vous êtes curieux? Allez, c'est l'heure, je joue le jeu. Nah. Splatterhouse Wampaku Graffiti, ou si vous préférez La maison au dégouli Graffiti Coquin, est un jeu publié au Japon le 31 juillet 1989 par la compagnie Namco, un éditeur propriétaire de franchises très populaires encore aujourd'hui telles Soul Calibur et Ridge Racer. Il a été développé par Now Production, une boîte responsable de nombreuses suites de jeux populaires comme Sonic and the Secret Rings et Beautiful Katamari. Ils sont également les créateurs du reste de la série des Splatterhouse Retro 2 et 3, parus sur la Sega Genesis. Un rapide coup d'œil à la couverture nous mène tout d'abord sur une fausse piste. Ça a l'air tout mignon et innocent, tout le monde fait une grimace, il y a même la souris rose qui fait son petit guili. Puis là, tu vois le guitariste de Marilyn Manson en train de faire du pogo crucifix et tu commences à te douter qu'on te cache quelque chose de plus horrible. Oh, et t'as vu les pierres tombales avec Dead marqué dessus? Hey, merci d'être aussi clair parce que c'est en plein le genre d'utilitarisme qui m'éviterait des situations sociales maladroites. Hey, Paul, il est où? Faudrait que je parle. C'est bizarre, il m'a jamais appelé de me le dire. La série des Splatterhouse n'est plus à présenter, j'espère.
Elle met en scène Rick, qui cherche à sauver sa copine Jennifer du manoir d'un parapsychologue fou, le Dr. West. Il sera aidé du masque de la terreur qui lui donne des pouvoirs surnaturels, juste ce qui lui manquait afin d'affronter la galerie de monstres grotesques créée par le Dr. West. La série est gore, horrible et rend hommage à d'innombrables films d'épouvante avec ses personnages larges et pleins de détails dégueulasses. Impossible donc d'adapter le jeu d'arcade sorti en 1988 pour les consoles de salon. Wanpaku Graffiti propose donc un univers au visuel chibi ou super déformé et se présente comme un hors-série reprenant les mécaniques de base, un beat'em up très simple avec des éléments de plateforme, mais adoucissant son contenu gore pour atterrir sur la Famicom. Adoucir le gore, certes, mais pas complètement. Le jeu propose une esthétique qui marie les personnages mignons et les événements terrifiants pour en faire ce que j'appellerais le full cute horror. Le full cute horror, dans le fond, c'est... Une jeune femme innocente qui pourrait te torturer toute la nuit et te faire pleurer comme un bambin. Ou encore un jeune chanteur de charme qui dédie ses chansons à une horreur cosmique. D'ailleurs, c'est le fun parce que l'expression full cute horror est facile à retenir parce qu'on peut l'abréger par... Oh mon Dieu, j'allais pas faire ce gag-là. Non, il faut que je me rafraîchisse les idées, là. Attends. Le jeu offre un gameplay très épuré, très simple. Et c'est tout à son honneur, puisque s'il fait peu, il le fait par contre très bien. On marche et on saute vers la droite et on tranche tout ce qui arrive vers nous. Les contrôles sont peut-être un peu trop serrés, surtout quand on a été élevé sur Mario Bros et la fluidité de son momentum, mais on s'habitue rapidement. Il y a cette mécanique un peu RPG où, si tu tues le nombre d'ennemis demandé, ta barre de vie augmente. Utiliser un mot de passe pour commencer un niveau avancé te donne toujours le minimum de barres de vie possible, alors tu es encouragé à bien jouer dès le début pour avoir la plus longue barre possible. Et même, les bonus qui redonnent de l'énergie sont fréquents, donc pas de soucis. Wanpaku Graffiti n'est pas un jeu difficile et ce n'est pas là son ambition. En fait, la série des Splatterhouse a toujours mis l'emphase sur le contenant plutôt que le contenu, le style avant la substance. Comprenez-moi bien là. Le jeu est très agréable à jouer, mais Wanpaku Graffiti se présente davantage comme étant une lettre d'amour écrite pour les fans de films d'horreur plutôt qu'une expérience pour les joueurs hardcore. D'ailleurs, comme dans le reste de la série, les références à la culture de l'horreur abondent. Parmi ceux que j'ai pu remarquer, il y a des clins d'œil faits à Poltergeist, Evil Dead 2, La Mouche, Vendredi 13, évidemment, Ghostbusters, Jaws, Le Cri de Munch, Thriller de Michael Jackson, House on Haunted Hill, et sûrement plusieurs autres qui m'ont échappé. Le jeu arrive même par moments à être sincèrement dérangeant. Prenez le mini-boss du niveau 3. Une fille étendue sur une table, et de son ventre sortent des araignées à n'en plus finir. Après en avoir massacré une armée, la fille se relève et s'en va. Comme ça là. De même. On se rappelle? Pour les graphismes et la musique, encore une fois, c'est le strict minimum qui est offert. Certains morceaux musicaux sont bien, alors que certains sont si mauvais qu'ils en sont hypnotiques. Les graphismes ont le mérite d'être clairs, bien que les décors manquent cruellement de personnalité. Et puis, c'est quoi toutes ces tablettes remplies de tasses à café? On est dans un univers de psychopathes ou de caféinomanes? Et en passant, vous l'avez peut-être remarqué, le jeu est presque entièrement en anglais, alors pas besoin de connaître le japonais pour s'y attaquer. Un autre truc qui me fait rire, c'est les bonus qui redonnent de l'énergie. Ils viennent en deux formats, des bonbons ou des hamburgers. Mais comment est-ce que le Japon s'imagine qu'on passe l'Halloween en Amérique? Bonsoir. Joyeux Halloween. Des hamburgers? Oui, attendez, j'ai oublié quelque chose. Voilà. Ça, c'est mieux.
Mais un jeu aussi cool, pourquoi est-ce qu'on l'a jamais distribué en Amérique du Nord? Eh bien, Nintendo of America, la filiale occidentale de Nintendo, a imposé à partir de 1988 une série de lignes directrices de contenu que tous les éditeurs de jeux devaient suivre s'ils espéraient pouvoir être distribués en Amérique et en Europe. À cause du crash des jeux de 1983 qui mena les géantes compagnies de l'époque comme Atari à leur perte, Nintendo était conscient que le marché international devait être traité avec délicatesse et devait rebâtir une certaine confiance envers les jeux vidéo. C'est pour cette raison que la NES s'appelle un système de divertissement et non pas une console de jeu proprement dit. Et c'est également pour cette raison que la compagnie vendait des licences aux développeurs des jeux pour sa console afin de garder le contrôle sur la qualité des jeux qui allaient être publiés. Et peut-être se faire quelques dollars en plus. Il existe donc 10 règles auxquelles n'importe quel jeu publié sur une console de Nintendo en Occident devait se plier à tout prix. Parmi ces règles qui font un certain sens, on interdit tout contenu à caractère sexuel, toute violence excessive et dans le cas qui nous concerne ici, la règle 7. La règle 7 stipule qu'il est interdit d'illustrer du contenu à caractère religieux, donc des croix, des pentagrammes, du satanisme, etc. Maintenant, je vous présente le mini-boss du niveau 3 qui, dois-je le préciser, se cache dans une église. Des questions? Si vous voulez jouer à Wanpaku Graffiti, pas le choix de se tourner vers l'import. Attendez-vous à payer entre 25 et 30 $ pour la cartouche seulement. Si vous voulez l'ensemble complet qui contient des petits autocollants particulièrement rares, ça peut monter jusqu'à 150 $. Moi, j'ai eu ma copie avec le boîtier original et le livret d'instructions pour une quarantaine de dollars. L'avantage? Le boîtier est fait en plastique, donc c'est vraiment facile de trouver un ensemble complet encore de nos jours. Si vous voulez faire l'expérience du reste de la série des Splatterhouse, c'est pas les options qui manquent. Bien sûr, vous pouvez toujours les acheter en originaux, mais ce sont des jeux qui ont la cote chez les amateurs et par conséquent sont généralement coûteux. Splatterhouse 1 et 2 sont disponibles sur la console virtuelle de la Wii, mais pas la Wii U, attention, pour 600 et 800 points respectivement. Splatterhouse version arcade peut quant à lui être acheté pour vos appareils Apple pour 1,99 $ sur le App Store. Mon conseil personnel? Procurez-vous le remake de 2010. En plus d'être un bon jeu gore incompris par la critique, il contient les 3 jeux originaux, Splatterhouse Arcade 2 et 3 en option débloquable. On le trouve à 15 $ en neuf et à 10 $ en usagé un peu partout et, avec l'arrivée des consoles nouvelle génération, attendez-vous à ce que ce prix-là baisse encore un peu. C'est vraiment une offre imbattable. En terminant, je voulais vous souhaiter une joyeuse... Mais qu'est-ce que ça sent? Attendez une minute, je reviens. C'est toi? Ah, ben, c'était pas barré, fait que je suis rentré. Hey, qu'est-ce que tu dirais d'une graine de citrouille? Mr. Sandman, apporte-moi un rêve plein d'aventures et de joie, un rêve fou qu'on ne fait qu'à deux, deux mains de fées qui frôleront mes cheveux de lèvres au goût de miel, des yeux très doux couleur d'arc-en-ciel. Et alors à mon réveil, il y aura partout du soleil.